Bonsoir à toutes et tous. Donc, nous voilà réunis ce soir pour aborder un sujet brûlant d'actualité, à savoir le développement délétère et hégémonique d'Amazon en France. Donc, pour aborder ce sujet-là, on va avoir le plaisir d'accueillir ce soir, en premier lieu, Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, malgré un agenda Bonsoir. assez chargé qui le contraindra à nous quitter aux alentours de 19h50. On aura ensuite une intervention de Nicolas Giraud de la Confédération paysanne également. Bonsoir. Et puis, on passera à la vice-présidente Émile Bonne de la métropole de Lyon, qui était également là, Bonsoir. pour ensuite passer la parole à Alma Dufour des Amis de la Terre, chargée de campagne sur production, qui désactive son micro. Bonsoir. Excusez-moi. Merci. Pour terminer sur un côté un petit peu plus européen avec Leila Chabi, eurodéputée France Insoumise, qui nous apportera un regard depuis l'Europe. Bonsoir. Merci. Et donc, rapidement, en quelques mots, un petit point sur où nous en sommes au niveau local, puisque je laisserai à Alma le soin de détailler les enjeux au niveau national de la campagne. Donc, au niveau local, Amazon cherche à se développer au niveau de l'entrepôt au niveau du cargo-port de Saint-Exupéry, par l'intermédiaire d'un entrepôt de plus de 160 000 m2, qui représenterait une augmentation assez drastique du trafic routier pour le territoire que l'on connaît. Et bien entendu, l'entrepôt étant situé sur le cargo-port de l'aéroport Saint-Exupéry, bien que les contractants du projet ne le revendiquent pas, on imagine bien que cela augmentera le trafic aérien associé au transport de marchandises. Je laisserai bien entendu le soin à M. Palombi de présenter les enjeux du commerce de proximité, puisque c'est quand même un gros enjeu fort compte tenu de la situation que l'on connaît aujourd'hui avec les 2 confinements successifs. Et sans plus attendre, puisque nous avions déjà 4 minutes de retard, je pense qu'on va pouvoir attaquer avec donc M. Palombi qui nous fait le plaisir d'être là et qui pourrait notamment revenir sur les raisons qui ont poussé la CDF à intervenir en soutien du recours juridique que l'on connaît à Lyon, puisque pour rappel, aujourd'hui, l'entrepôt de Saint-Exupéry de Lyon est pas encore validé, c'est-à-dire que nous en sommes à l'appel au niveau des recours juridiques, et il se pourrait que ça soit encore annulé. Et donc, pour aller dans cette approche-là, la CDF s'est portée en soutien du recours des 2 associations Fracture et ACNAS, qui avaient porté au préalable des recours auprès des tribunaux. Et également Montbert. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, un grand merci de m'avoir convié à participer à cette conférence de presse et à votre réunion de travail, parce que parmi les plus affectés par le Covid-19, vous le savez, c'est toujours la règle, c'est les plus faibles. Les plus faibles, ce sont ceux que je représente, 19 fédérations professionnelles de commerçants, artisans commerçants indépendants de moins de 11 salariés et avec une proportion de 30% sans salariés. Donc, ça veut dire quand même que je porte vraiment le commerce de proximité. Ils sont essentiellement situés en centre-ville. Ça représente quand même un potentiel de 450 000 entreprises qui emploient 1 million de salariés, sous réserve bien sûr que ces salariés perdent leur emploi à cause d'Amazon, mais ça, on en parlera au fil de cet échange. Et donc, avec le Covid-19, on s'est rendu compte que ce n'est pas, c'est très très grave, ce phénomène Amazon, Alibaba, je ne cite même pas que Amazon, pourquoi pas Cdiscount, plus petit, mais quand même très présent. Donc, c'est très grave pour le commerce de proximité parce que nous sommes en train de vivre un déséquilibre profond, mais très profond, qui va se manifester maximum dans les 5 ans à venir entre le commerce physique, et je dis le commerce physique en général, centres commerciaux, grandes surfaces, commerce de proximité, de centre-ville, par rapport au grand commerce numérique. Pourquoi je dis le grand commerce numérique? Tout simplement parce que
la numérisation de nos entreprises, l'arrivée du numérique dans les centres-villes, les collectivités locales, les régions, les départements s'y emploient, les organisations professionnelles comme la mienne. Nous avons une application Simple Map pour justement référencer un ensemble, un maximum de commerçants sur le plan national sous forme de coopérative, ce qui est très, très important. Eh bien, nous sommes bien sûr pour améliorer le fonctionnement de nos commerçants, renforcer leur partie commerce physique sur pied. Et le grand commerce numérique, lui, s'est prouvé, et ça a été vu pendant le Covid-19, des milliards se sont produits en chiffre d'affaires à cause de ces plateformes qui n'ont pas cessé de faire des promotions, Amazon en tête, achetez vos jouets en 4 fois sans frais. Donc, toute cette agressivité dans les promotions, cette présence de Amazon au niveau mondial, mais particulièrement en France, eh bien, c'est très dangereux. Alors, pourquoi c'est d'autant plus dangereux? Le fait que, et ça explique pourquoi nous sommes acharnés, nous sommes mobilisés pour l'obtention auprès de l'État d'un moratoire qui remette en place très rapidement, c'est urgent, l'équité entre les formes de commerce, l'égalité de droit entre le commerce physique et le commerce numérique. Un dépôt Amazon se crée très facilement. Un permis de construire, d'ailleurs Amazon ou Alibaba n'apparaissent pas immédiatement, il y a tout un mécanisme à l'appui, mais je pense que tout à l'heure, ma collègue et amie Alma vous en parlera. Un permis de construire, une étude environnementale s'il y a lieu, selon les secteurs, et une autorisation du préfet qui en découle. Et le dépôt, si tout va bien jusque-là, se crée. Mais par contre, il y a un autre aspect discriminatoire, c'est que le dépôt Amazon en question de 150 000, de 50 000, de 80 000 mètres carrés n'est pas assujetti à une taxe sur les mètres carrés pour tous les acteurs du commerce physique, la TASCOM. Et ça, c'est très, très grave parce que d'abord, c'est une manne d'argent incalculable qui est perdue par les communautés de communes qui peuvent, bien sûr, qui reversent cette taxe vers le territoire, vers l'amélioration des conditions de vie sur les territoires, eh bien, les grands dépôts numériques ne sont pas assimilés à cette taxe. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures, qu'il y a une absence d'équité, mais pour l'instant, je peux vous l'assurer, je peux vous le dire, et vous me poserez peut-être des questions, au plus haut niveau de l'État, nous ne voulons pas faire de misère à ces grands dépôts numériques. Je dirais presque qu'il y a dans l'air qui plane une sorte de complicité de l'État pour que le moratoire ne sorte pas. Même pendant la commission citoyenne qui a été prévue, qui s'est exprimée auprès du président de la République, le président de la République a enfin accepté l'idée d'un moratoire pour les surfaces commerciales. Il s'est bien gardé de préciser pour les entrepôts numériques, tout simplement parce que pour le moment, ça semble satisfaire le plus haut niveau de l'État. On se contente de dire c'est des entrepôts. Un entrepôt, ça ne nécessite pas, c'est pour entreposer des marchandises et les répartir dans des magasins physiques. Eh bien non, les entrepôts numériques, c'est pour faire du business, alors avec des entreprises adhérentes, avec des marketplaces, avec des grands dépôts qui dispatchent la marchandise et les petits dépôts du dernier kilomètre. Donc, il y en a 27 au niveau d'Amazon, 21 sont prévus, entre autres, avec Alibaba, très prochainement. C'est pour cette raison que vous vous battez, nous nous battons à Lyon aujourd'hui, demain à Montbert, hier à Eisenheim en Alsace. Il y a une mobilisation et je me félicite, je remercie tous ces collectifs qui se sont créés dans toute la France et nous sommes avec eux, derrière eux, et nous essayons de gagner tous les jours un peu plus avec Alma Dufour, des acteurs politiques, des députés, que nous associons tous les jours un peu plus à ce combat pour remettre en place l'équité. Mais ce qui est très grave également, c'est que le système Amazon qui est en train d'être attaqué, et tout à l'heure, il y a la représentante politique de l'Europe, et elle va vous en dire encore plus et d'une manière détaillée,
j'ai l'impression, j'ai le sentiment que Thierry Breton est mobilisé. Des choses vont sortir, des éléments vont sortir très bientôt, parce qu'il y a un abus de pouvoir d'Amazon qui est caractéristique. En plus, il met à mal les petites entreprises, les entreprises qui adhèrent à Amazon pour vendre leurs produits. Et à mon avis, c'est une hérésie pour ces petites entreprises. Elles se soumettent à des commissions de 15, 19 et 20% ou plus, ce qui veut dire que leur marge dégringole complètement. Et en plus, elles se rendent un très mauvais service parce que le jour où Amazon n'en voudra plus ou Alibaba, eh bien, elles seront purement éjectées. Alors, le point un peu positif que je vous adresserai ce soir, c'est que j'ai l'impression, et les statistiques d'Alma le prouvent et d'autres statistiques, c'est que les consommateurs ne semblent pas vouloir une société artificielle qui est basée sur le grand numérique. Comment imaginerait-on, et on le voit actuellement avec le Covid-19, avec le confinement, des rues avec des commerces fermés, ce sont des rues mortes, ce sont des villes mortes. C'est pour cette raison que les consommateurs, ce lien social apporté par les commerçants, ce professionnalisme, ce savoir-faire, ces métiers, eh bien, nos consommateurs, nos Français, ils en veulent toujours. Et je pense que le Covid nous aidera à faire encore mieux. Et je vais citer, je ne peux pas faire autrement que de me révolter, bien sûr, et de citer le Black Friday, qui est une opération laide dans son expression, qui est une opération mensongère. Que choisir à réaliser une étude très précise, vous la connaissez certainement ou vous l'avez déjà vue, eh bien, c'est une tromperie à consommateurs. C'est pour ça que nous avons dit, nous le répétons, et ce soir encore, nous disons aux consommateurs, attendez la réouverture des magasins. Nous espérons que dans quelques minutes, on va nous l'annoncer. Le 27 eût été l'idéal, le 28, ça va encore, pour que nos concitoyens, nos consommateurs, eh bien, aient cette faculté d'aller voir leurs commerçants, d'acheter leurs achats de Noël, quelle que soit l'activité, auprès des commerçants physiques dans son ensemble. Et quand on a parlé de commerce essentiel ou non essentiel, ça nous a révoltés au niveau des commerces de proximité, des commerçants de moins de 11 salariés. Quand on a entendu ces mots essentiels, non essentiels, ça n'a aucune valeur d'être. Et pendant ce temps, eh bien, les grands pure players, les grands entrepôts numériques ont fait des ravages et ont apporté directement vers les commerçants physiques et les petites entreprises une forme de concurrence que je qualifie de déloyale. Tout à fait. Et donc, justement, parce qu'il nous reste plus que 3 minutes par rapport à votre timing, est-ce que vous pourriez revenir en quelques mots sur les raisons qui ont poussé la Cour d'appel de Lyon à valider votre recours, puisque justement, vous êtes venu en soutien du recours lyonnais Oui. sur la base d'une étude d'impact très, très parcellaire sur le commerce notamment. Et donc ça, c'est quand même une grande nouvelle pour nous, c'est que votre recours a été accepté. Et oui, parce qu'il y a une logique commerciale qui commence à apparaître. Vous voyez qu'on se bat et on ne se bat pas pour rien. Et je suis très optimiste quant aux résultats. Je pense que nous allons pouvoir arrêter cette prolifération, ces implantations des grands acteurs du numérique sur notre territoire. Alors, quand on vient me raconter, et au plus haut niveau de l'État, on parle de création d'emplois, mais en réalité, vous le savez, les statistiques d'Alma le prouvent, elle les a à combien de reprises exprimées et exposées, eh bien, on perd des emplois quand on laisse se proliférer, qu'on laisse s'implanter ces grands entrepôts numériques. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes battus, nous avons rejoint tous les collectifs, nous avons prononcé nous avons fait des démarches juridiques aux côtés des collectifs. Je me rends samedi à Montbert également. Il faut absolument continuer la mobilisation. Et nous, en ce qui nous concerne, représentation professionnelle, syndicats professionnels, eh bien, c'est sans arrêt, sans démériter, demander à l'État de plier et on va faire plier l'État.
parce que sinon, c'est la désagrégation, c'est le déséquilibre total entre le commerce physique et numérique, comme ça l'a été pour trop de périphéries, trop de centres commerciaux, trop de grandes surfaces dans les périphéries. Merci beaucoup, Francis. Alors justement, sur la réponse de l'État, on nous indique, on nous fait remonter dans le chat que certains disent que les commerces devraient aller uniquement sur Internet pour concurrencer Amazon. Et donc, on l'a évoqué que c'est, non, c'est ce que certains disent, bien entendu, et c'est aussi ce qu'on peut entendre des fois dans la voix de l'État par les initiatives à la digitalisation qui peuvent être lancées. La digitalisation locale humanisée, elle est nécessaire, mais pas pour remplacer le chiffre d'affaires des commerces physiques. Il ne faut pas dire que ce qui est important dans le numérique et la digitalisation des commerces, des centres-villes, c'est la communication, c'est l'échange, pour donner envie aux consommateurs de revenir dans les centres-villes. Ce n'est pas que pour vendre sur Internet. Il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, un commerçant qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires va vendre 20 ou 30% sur Internet. Ce n'est pas vrai. Mais par contre, la plateforme numérique permet de faire valoir son affaire, de faire valoir les commerçants, de faire valoir les mairies, les territoires, les collectivités locales. C'est cet échange, cette communication qui est nécessaire. Le numérique est nécessaire, mais pas ce numérique prédateur qui est destructeur. Parfait. Ben, écoutez, on va rester donc avec ces beaux mots de conclusion et de révolte pour vous laisser aller sur votre plateau d'Europe 1. Et puis, merci d'avoir participé avec nous pour cette introduction. Sachez que je suis avec vous, derrière vous, et je regrette de ne pas pouvoir entendre les exposés sur l'Europe d'Alma, mais bon, ce n'est que partie remise. Nous sommes là pour travailler ensemble avec vous, derrière vous, à vos côtés. Merci. Et pour rappel, ce sera diffusé en live, donc vous aurez le soin a posteriori, si vous voulez, de pouvoir visionner les échanges. Merci, bonsoir, à bientôt. Merci. Donc, alors, là, on vient d'évoquer donc l'impact d'Amazon sur les commerces et souvent on a tendance à penser que Amazon s'intéresse qu'aux produits non alimentaires. Or, s'il y a bien quelque chose avec lequel on peut être certain, c'est qu'Amazon cherche à se développer sur tous les secteurs de manière hégémonique. Mais vraiment, c'est assez hallucinant. Récemment, il y a une semaine, ils se sont lancés dans le domaine pharmaceutique aux États-Unis. Chute dans les cours des bourses de plein d'entreprises pharmaceutiques là-bas. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'ils se lancent aussi sur l'alimentaire. Pour preuve, à Lyon, on peut commander en moins de 2 heures sur Amazon Prime des produits bio avec leur partenariat fabuleux qu'ils ont avec Naturalia. Et donc, c'est à ce titre qu'on trouvait très intéressant votre intervention, Nicolas Giraud de la Confédération paysanne, pour voir comment un modèle tel qu'Amazon est en opposition le plus complète avec ce que peut proposer la Conf. Ben oui, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Clairement, tu l'as dit, le modèle avancé par Amazon et qui se développe de plus en plus, il est complètement à l'opposé de notre projet à nous d'agriculture paysanne, d'agriculture qui produit, qui emploie, qui préserve et qui cherche à relocaliser. Il y a plusieurs enjeux. Moi, je voudrais commencer par l'enjeu de l'emprise foncière. Très clairement, nous, on est en attente d'une loi foncière depuis plusieurs années. On le porte auprès des différents ministres de l'agriculture qui nous passent devant le nez année après année, qui nous disent à chaque fois oui, le foncier c'est quelque chose d'important, la préservation du foncier c'est majeur. Emmanuel Macron l'avait dit il y a 2 ans au salon de l'agriculture, zéro artificialisation, voilà. Donc tout le monde le dit, tout le monde semble avancer là-dessus. Par contre, on n'a pas de loi foncière et l'artificialisation avec Amazon, avec d'autres, continue. Donc nous, en attente d'une loi foncière pour empêcher cette artificialisation de foncier, cette disparition des terres agricoles. Besoin également d'avancer sur comment est-ce qu'on arrive à avancer sur des centres commerciaux ou logistiques qui se font sur des friches industrielles plutôt que sur du terrain agricole. Et comment est-ce que, vu où on en est actuellement, comment est-ce qu'on avance sur un moratoire sur ces espaces commerciaux, logistiques et numériques qui se montent, qui se multiplient, sans que personne ait le droit de regard là-dessus et sans qu'il y ait
une vision politique là-dessus et un schéma qui se met en place. Donc, autour du foncier, nous, on est complètement raccord avec ce que vient de dire Francis Palombi, avec ce que portent les Amis de la Terre par rapport à l'enjeu de ce moratoire-là. C'est quelque chose d'essentiel. Le deuxième point, moi, que je voulais avancer, c'est comment Amazon s'inscrit, comme d'autres, dans la précarisation à terme des paysans et des salariés. Alors moi, je vais plutôt me concentrer sur l'aspect paysan, mais tu l'as dit, hein, ils avancent sur l'enjeu de fournir une alimentation bio, en l'occurrence. Ils vont avoir cette capacité-là d'avancer sur une réponse à une demande bio ou locale. Avec potentiellement la capacité, parce qu'ils ont les reins très solides financièrement, d'être intéressants pour les paysans ou même pour les consommateurs. C'est-à-dire que ils vont s'asseoir un temps sur leur marge, très certainement, pour gagner des parts de marché. Par contre, une fois qu'ils auront gagné ces parts de marché, qu'ils auront éteint le commerce de proximité, qu'ils auront éteint les circuits courts paysans, qu'ils auront éteint les différentes initiatives, on se doute de comment ça va se développer. Ce sera toujours dans l'enjeu du business, dans l'enjeu de faire du profit et de continuer à maximiser ces sommes-là. Donc, on est complètement dans la même dynamique que ce qui est actuellement dans les accords de libre-échange, dans la concurrence européenne ou mondiale, à la course au plus bas, au toujours moins cher, etc., à l'accaparement de valeur ajoutée également au détriment, donc en l'occurrence des paysans, et d'une course également à la standardisation, à l'uniformisation, parce que voilà, l'enjeu d'Amazon, on le voit bien, ce sera de promettre à tout le monde partout sur la planète une consommation identique avec les mêmes produits, et ça c'est quelque chose qui nous déplaît fortement. Donc, cette précarisation, c'est le second point. Ensuite, pour nous, on n'imagine pas avoir une relocalisation, parce que tout le monde a ce mot-là à la bouche après le premier confinement, maintenant pendant ce deuxième confinement également. Une relocalisation, on l'imagine pas autrement que paysanne, on l'imagine pas industrielle et on l'imagine moins encore numérique ou virtuelle. La relocalisation, elle sera paysanne, sinon elle sera pas réussie. C'est-à-dire que elle peut pas être virtuelle, elle doit être concrète. Elle doit être concrète entre les différents acteurs des territoires, les paysans qui produisent, l'industrie agroalimentaire à taille humaine qui se relocalise et qui transforme, et les commerçants qui commercialisent en lien direct avec les consommateurs sur nos territoires. Ce lien, Monsieur Palombi il a parlé de lien social. Pour nous, c'est quelque chose qui fait complètement sens pour l'agriculture paysanne. C'est le lien social qu'on est capable de faire autour de nos produits que nous, on produit et que d'autres transforment et que d'autres commercialisent. Donc, cette relocalisation, elle devra se faire autour des projets agricoles territoriaux, autour des projets alimentaires territoriaux, des projets de commerce de territoire également, avec cet enjeu qui fait pour nous sens dans l'agriculture paysanne, cet enjeu d'autonomie des paysannes, des paysans, autonomie décisionnelle, comment est-ce qu'on choisit sa production, la manière de la conduire, etc., autonomie technique et autonomie financière. Et on craint beaucoup qu'avec Amazon, comme avec d'autres auparavant, on se retrouve avec une perte d'autonomie importante et finalement, on pourrait se retrouver des paysans intégrés à un projet d'Amazon, intégrés à un projet commercial global d'Amazon. Et quand on s'installe paysan, c'est pas pour être intégré ni par Amazon, ni par une grande coopérative, ni par une filiale de distribution. Donc, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on défend. Et ensuite, c'est à l'opposé avec un commerce de proximité qui pour nous fait le lien entre ce que je viens de dire, entre l'agriculture paysanne et les citoyens qui consomment. On n'est pas seulement, nous, paysans, producteurs de matières premières. On veut vraiment, dans notre projet d'agriculture paysanne, s'inscrire dans un projet de territoire. On se dit paysan, c'est pas seulement pour le terme, c'est pas seulement pour faire beau, c'est parce que le paysan, il est acteur du pays. Nous, on produit au pays, on consomme au pays, on vit au pays, on fait travailler le pays. C'est ce sens-là qu'a le mot paysan, et il se retrouve totalement à l'opposé de la vision que développe Amazon, qui est une vision complètement mondialisée, qui nie ces enjeux-là, ces enjeux de territoire, ces enjeux sociaux.
Donc voilà, pour conclure très clairement, pour nous, Amazon est à l'opposé de l'agriculture paysanne. Quelque part, notre projet d'agriculture paysanne est en capacité de relocaliser quand Amazon va pousser à la délocalisation du monde paysan, des commerces et tout ce qui s'ensuit. Le risque, forcément, c'est la perte de foncier, c'est la perte de valeur ajoutée à terme, c'est la perte de sens autour d'une alimentation. Nous, ce qu'on imagine, c'est le développement d'une souveraineté alimentaire, mais pas une souveraineté alimentaire industrielle, pas une souveraineté de l'agroalimentaire, mais une souveraineté alimentaire qui soit en capacité de relier paysans, citoyens et petits commerces autour d'une nouvelle démocratie alimentaire qui serait capable de faire vivre les territoires. Merci Nicolas, c'est parfaitement dans les temps et du coup j'avais envie de te poser une question sur est-ce que au niveau donc des paysans, parce que moi j'ai eu des très bons retours notamment de la Conf du Rhône sur la question en fait, qui visiblement jusqu'à présent n'avait pas forcément vu émerger cette problématique-là et qui dès qu'elle a vu émerger cette problématique s'en est saisie vraiment très très fortement. Et est-ce que le parallèle de votre côté, il est très clair pour tout le monde entre le développement d'un côté qu'a pu connaître les grandes distributions et l'effet délétère sur les négociations des prix pour le monde paysan, avec celui d'Amazon qui est encore plus rapide et plus féroce puisqu'il met même en péril la grande distribution. Du coup, est-ce que c'est prégnant chez vous comme parallèle? Ouais, c'est vrai que ça fait pas, j'allais dire, ça fait pas longtemps qu'on s'est saisi de cette question-là. Après Amazon, ça fait pas longtemps non plus qu'il est omniprésent sur les différents commerces et encore moins sur le commerce alimentaire. Mais de fait, la Conf du Rhône nous a alerté sur cette question-là de l'enjeu d'Amazon Fresh et d'une volonté de s'accaparer ce marché alimentaire et de le pressuriser encore un peu plus parce qu'on voit bien que tout ce qu'ils prennent, ils vont chercher à maximiser leurs profits et à s'asseoir sur tout le monde, les commerçants, les transformateurs, les autres distributeurs et les producteurs de matières premières qui sont dans ce cas-là les paysans. Donc, quand on a discuté au niveau national, c'est quelque chose, le parallèle a été assez facile à faire entre une grande distribution qui a pendant longtemps, et pas que la grande distribution, j'allais dire la grande transformation également, on met les deux, nous, dans le même panier, j'allais dire, qui sont en capacité de s'accaparer la valeur du travail paysan. On avait fait toute une campagne sur la prédation de la valeur du travail paysan autour des grands acteurs que sont Lactalis, que sont Bigard, que sont la grande distribution. Je veux dire, on pourrait totalement rajouter dans cette longue liste-là Amazon et les plateformes du numérique qui sont dans la droite ligne de tout ça. Donc, il y a un combat à mener et les paysans sont prêts à travailler avec vous, à combattre avec vous sur ces enjeux-là, qui sont plus seulement vus comme des enjeux d'emprise foncière, mais qui sont bien vus comme des enjeux stratégiques autour de la valeur ajoutée et du développement, soit d'une relocalisation paysanne, soit d'une perte de sens par l'omniprésence de ces géants-là. Super, ben, merci. Je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose de plus sur le sujet. Ce qui est intéressant avec Amazon, c'est que comme il s'attaque à tout, on peut trouver des alliés partout en fait. C'est-à-dire que là, on voit Leclerc qui fait ils ont fait une campagne de pub en mode juger ce qui est essentiel avec en bas de page un pichet de Ricard ou un livre de l'auteur Ricard sur le bonheur. Enfin, bref, ils se sont vraiment amusés sur le sujet et donc il y a tout le monde qui tape à bras raccourcis dessus parce qu'ils ont des velléités de devenir tout simplement la seule entreprise du monde. Donc ça, c'est l'objectif et le rêve de notre ami Bezos, c'est de devenir la seule et unique entreprise. Donc il se lance dans tous les secteurs et donc forcément, à un moment donné, quand on a un esprit aussi mégalo, on ne s'attire pas que des amis. Et donc, on va voir comment on va essayer de passer donc maintenant un peu plus au niveau concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue politique local sur le sujet? Donc, on accueille pour ça donc Émeline Bohm, première vice-présidente à la métropole de Lyon,
qui va pouvoir un peu nous détailler un petit peu les actions de la métro. On est encore en discussion et en pourparlers pour savoir comment on pourrait aller au-delà et avec des soutiens un peu plus forts, mais bon, on ne va pas forcément trop rentrer dans ces détails-là. Est-ce que tu pourrais donc nous dire déjà, donc, vis-à-vis du commerce de proximité, qu'est-ce qui est mis en place au niveau de la métro par rapport à cette critique, on va dire, constructive de la digitalisation, oui, mais pas celle qu'on nous vend. Comment vous positionnez-vous et puis après, on verra si on le déroule comme ça déjà. Ouais. Bonsoir du coup, merci. En 4 points pour vous dire à peu près ce que, de mon point de vue, un exécutif de gauche et écologiste, donc les nouveaux élus de la métropole de Lyon, les 23 vice-présidents autour de Bruno Bernard, on a choisi de faire pour l'économie de proximité, pour le vivant aussi, je rejoins Nicolas. Donc, premier point, le deuxième confinement a un peu accéléré ce qu'on avait envie de partager pour les acteurs de l'économie de proximité. Je rappelle que c'est un concept en économie et c'est important de le manipuler, de ne pas juste s'enfermer dans commerce artisan, mais bien de parler de l'ensemble des organisations économiques de l'économie de proximité. Dedans, vous retrouvez aussi les services d'accompagnement à domicile, les services publics, enfin toutes ces choses qui doivent parler normalement à Alternativa et les Amis de la Terre. Je vous invite à mobiliser cette expression-là. Donc concrètement, la première chose sur laquelle on se retrouve, qu'a pointé le premier orateur, c'est le fait d'accompagner et d'afficher clairement un soutien ouvert à toutes les actions collectives de commerçants et d'artisans qui sont territorialisées. Pour être pratico-pratique, il y a un outil d'animation territoriale qui s'appelle le management de centre-ville, qui est accompagné financièrement par la métropole et qui est réaccompagné, là, beaucoup plus. En gros, ils ont tous eu une bonne enveloppe là, de fin d'année pour pouvoir prendre en charge toutes leurs actions collectives. Et moi, je voulais tout de suite pointer ça là, dans mon propos, parce que ça rejoint votre démarche à vous d'ONG et de syndicats paysans, c'est de dire, de donner confiance en fait aux hommes et aux femmes qui sont des indépendants, qui sont des artisans, qui sont tout seuls dans leur boutique depuis longtemps ou depuis très récemment, qui ont plein de choses à gérer depuis le premier confinement, et de leur dire, voilà, nous, on vous finance du temps homme, temps femme pour porter vos actions collectives. Et pour moi, même à titre perso, en tant qu'être engagé écologiste, c'est l'essentiel pour pouvoir agir à court, moyen et long terme. C'est donner cette confiance-là aux acteurs économiques de terrain, du territoire, qui construisent la ville de la proximité. Voilà. À part ce soutien aux actions collectives, j'indique que dedans, il y a par exemple le financement de la logistique de tests, de logistique du dernier kilomètre, parce que c'est un sujet aussi avec Amazon. Il y a aussi du coup la brique digitale au sens de ce qu'avait indiqué le premier orateur, c'est-à-dire pas du tout au sens de vas-y, inscris-toi sur Amazon, mais plutôt, je suis désolée de vous le dire, c'est hyper pratico-pratique, mais il y a plein d'artisans, de commerçants et d'acteurs d'économie de la proximité qui n'ont pas de fichier client, qui ne savent pas gérer leur stock, qui le font comme ça, intuitivement, et c'est toute leur valeur et tout leur savoir-faire. Et moi, je dis tout le temps en rencontre avec eux, en fait, ils sont là pour produire, mais comme les paysans, ou pour faire, on n'est pas là pour les détourner du reste. Et pour faire le reste, il y a des outils, c'est le numérique. Le numérique reste un outil. Et puis, il y a aussi des compétences. Et donc, pour la digitalisation, on fait le choix aussi, à moyen terme, pas tout de suite, mais d'accompagner ce qu'on appelle des groupements d'employeurs, tout simplement, pour qu'ils mutualisent en fait ce type de fonction-là entre artisans commerçants d'un même bassin de vie, d'un même quartier, d'une même commune, d'un même centre-bourg. Voilà. Le troisième pied qui était très, très urgent aussi, c'est de les accompagner aussi dans le maquis des aides que nous propulse, en tout cas que nous met en termes de communication le gouvernement. Après, on verra si c'est effectif. Il y a plein de choses dans tous les sens. Et vous le savez tous, là, tous ceux qui sont autour de cette table ronde virtuelle, un artisan, un commerçant, son job, c'est pas de faire de l'ingénierie de projet et de répondre qui à l'ADEME, qui à la CCI, à la CMA, à la collectivité du coin. Voilà. Donc, nous, on a fait le choix de financer de l'ETP auprès des opérateurs qui ont l'habitude de leur parler, enfin des consulaires, pour être clair, y compris la Chambre régionale de l'ESS, je tiens à le dire. Donc, on prend bien en compte toutes les formes entrepreneuriales des acteurs de proximité. Après, il me semble que pour soutenir l'économie de proximité, il y a 2 autres luttes essentielles. Une qui a été pointée par la Confédération paysanne, c'est d'agir d'aller sur le zéro artificialisation. Donc, c'est un élément important sur le territoire de la métropole de Lyon.
On a un plan local d'urbanisme et d'habitat qui a des zones économiques qui sont fléchées. Pour info, il y a une partie des zones économiques qui vont être rétrocédées pour revenir sur de l'usage, en tout cas à terme, en fonction de la qualité des sols agricoles et alimentaires. Et la deuxième chose, c'est de ne surtout pas aller en chercher d'autres, surtout pas. C'est un engagement qu'on a pris le 2 juillet quand on a été élu et c'est un engagement que je tiens. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se doter d'une foncière commerciale, etc., afin d'avoir des outils pour pouvoir réimplanter des activités en cœur de commune, en cœur de ville, en cœur de village. Toutes les communes ne le font pas, c'est quand même important de l'indiquer. Tous les territoires ne se permettent pas de se positionner comme ça. Ce n'est pas forcément très simple. Donc, je voulais mettre cette brique-là. L'autre brique qu'Alternativa et les Amis de la Terre, vous connaissez par cœur, c'est quand même la lutte contre la publicité qui crée des envies qui ne correspondent pas du tout aux besoins du quotidien des habitants. Voilà, et donc vous le savez, il y a un vieux combat porté par de nombreux habitants qui sont devenus élus à la métropole de Lyon autour du règlement local de publicité, peu importe, mais on tient la ligne. Ça prend du temps, mais on tient la ligne. Moi, le dernier point que je voulais amener, qui est un point qui n'est pas encore travaillé du côté de la métro et qui fera le lien avec l'eurodéputée Leïla, c'est cette question de l'économie des données, en fait. Là, on est centré sur Amazon. Moi, j'ai eu écho des perspectives de développement d'un autre opérateur qui s'appelle Cdiscount. Et certes, on est centré sur un projet odieux, tellement il est énorme, voilà, en mouvement de camion, en qualité de l'emploi ou en non-qualité de l'emploi. Voilà. Mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin quand même d'interpeller de mon point de vue, les parlementaires, les élus locaux, les eurodéputés aussi, mais sur cette question en fait du non-encadrement de l'économie des données. Voilà, puisque pour être clair, le modèle de Cdiscount demain, il sera juste basé sur la revente des données et il y en a d'autres, des opérateurs comme ça. Donc ne soyons pas naïfs. Voilà. Dans le ne soyons pas naïfs, il y a aussi deux autres briques que je voudrais indiquer, qui est tout ça, c'est super d'avoir des… Alors, si, je vais le dire quand même tout de suite maintenant, par rapport au recours, parce que Adrien m'avait posé la question. Moi, je suis un être engagé depuis pas mal de temps. Je suis entourée d'autres hommes et femmes très engagés depuis pas mal de temps pour la transition écolo et pour la justice sociale. Donc, dans un premier temps, je vais me soutenir, enfin, en tout cas, j'ai proposé d'intervenir à titre personnel, sachant que je suis vice-présidente en charge de l'économie, donc ça a un sens symbolique. J'entends très bien que ça n'a pas toute l'envergure qu'aurait une institution métropole de Lyon. Et je sais que d'autres élus locaux, parmi lesquels Benjamin Badouar, me suivront. Il y a aussi d'autres collectifs, dont un mouvement politique qui va nous suivre aussi sur cette action-là. Et j'ai échangé avec mes collègues d'autres territoires avec qui Alma est en lien, Rouen, Strasbourg, etc. Parce que comme tu l'indiquais, Adrien, Amazon, il a un modèle très agressif et il n'y a pas que les horribles entrepôts. Il y a aussi des consignes, il y a aussi d'autres choses. Nous, Amazon est déjà implanté avec une petite agence qui a posé pas mal de soucis en termes de va-et-vient de camionnettes qu'il a fallu gérer. Et moi, ce que je souhaite, c'est que notre collectivité, elle s'arme, elle ait des arguments robustes juridiques, parce que c'est ce qui nous est reproché, en gros, qu'on n'a pas d'études d'impact fiables sur l'impact sur l'emploi, l'impact sur les flux, etc. Et donc, du coup, on lance ce cahier des charges qu'on souhaite partager avec plusieurs collectivités pour qu'on soit au rendez-vous, pour pousser, et je termine juste là-dessus, je l'ai dit sur plusieurs médias, la circulaire de Jean Castex là, autour des centres commerciaux, elle n'est pas suffisante, elle n'intégrait pas la question des entrepôts. Je rejoins tout à fait le propos du premier orateur et il me semble que la Confédération paysanne t'en a parlé aussi. Et il faut pousser, il faut pousser et les habitants, mais il manque quelqu'un là autour de la table, enfin quelques-uns, quelques-unes, ce sont les parlementaires. Alors je sais que ce n'est pas évident avec le gouvernement actuel. Ceci étant dit, voilà, il y a des possibilités d'interpeller encore plus et encore mieux. Et je pense que les élus locaux feront le relais avec les élus du Parlement. Mais c'est un élément important. Et je vous dis, le prochain angle, c'est l'économie des données. Il ne faut pas se rater là-dessus. Merci, Emeline. Alors, bon, je vais laisser Alma revenir sur à quel point on a interpellé ou pas les élus au niveau du Parlement, parce qu'on a quand même fait un job un petit peu d'ampleur là-dessus. Ensuite aussi sur les données, sur la fiabilité des études et tout, c'est vrai que c'est ce qui est reproché. C'est comme ça, c'est sous cet angle-là que le gouvernement se défausse et nous renvoie dans les cordes. Mais en soi, ça commence à être sacrément solide ce qui sort. Ce qu'on observe, c'est que
c'est pas compliqué. On a un modèle qui se développe aux États-Unis sur la même trajectoire. On peut tracer grosso modo la stratégie d'Amazon qui se développe aux États-Unis. C'est à peu près la même ici. Ils commencent pareil. Là-bas, ils avaient fait un partenariat avec Whole Foods. Ils ont racheté Whole Foods. Et donc voilà. J'ai oublié de dire un truc hyper important, à quel point ils sont sioux. Là, là, on parle de, parce qu'on a des collègues de gauche qui acceptent des entrepôts au nom de l'emploi. Donc juste là, ils promettent 1200, 1300 emplois, mais en fait, avec l'automatisation, on sera à peu près à 500 emplois, enfin, pas 500, 200 emplois à peu près. On en a discuté assez récemment. Et sur le va-et-vient de camions, juste pour que ça parle aux gens qui sont là, Adrien, je sais qu'il est tout à fait au courant, et Alma aussi, mais ça fait à peu près 500 camions heure qui circulent, et ils ont prévu de créer une gare routière intérieure pour les hommes et les femmes qui vont venir travailler là. Juste, je voudrais dire un truc. Donc, cet entrepôt, il est sur le site des aéroports de Lyon, donc il n'y a pas d'artif. Et c'est un autre élément qu'il faut que les Amis de la Terre vous ayez en tête, ou au moins Alternativa au local. Attention, si les aéroports de Lyon sont allés là-dessus, c'est parce que eux, leur porte de sortie en termes de modèle éco, je vous rappelle qu'ils ont une redevance à verser à l'État, qui a la chute là, comment on appelle ça là, de l'aérien, et que du coup, ils doivent valoriser à fond leur foncier. Voilà. Donc du coup, ils y vont. Après, le projet Amazon était avant la crise qui traverse à l'heure actuelle, mais eux, ça les renforce sur ce sujet-là. C'est vraiment un élément à prendre en compte. Et l'argument de la qualité de l'emploi et de l'automatisation d'Amazon est important à porter, y compris auprès du maire de Colombier-Saulnieu. Et dernier point, ils sont sioux au point, mais Adrien, tu le sais, d'avoir racheté une compagnie aérienne et du coup de se débrouiller autrement sur les flux aériens pour ne pas avoir de vol de nuit sur le site de l'aéroport de Saint-Exupéry, pour pas que les associations de riverains puissent s'attaquer là-dessus, parce qu'ils ont régulièrement gagné des contentieux, les associations de riverains, sur la question des vols de nuit, des nuisances liées aux vols de nuit. Donc c'est vrai que c'est bien pensé. Mais alors, juste, il y a plein d'anecdotes assez amusantes sur le projet de Lyon, mais le projet de Lyon, il se situe sur l'ancien projet Carex. Je ne sais pas si tu resitues Carex. Donc, c'était du fret ferroviaire. Donc, initialement, c'était supposé être du fret ferroviaire, et on nous transforme un projet de fret ferroviaire qui était labellisé Grenelle pour l'environnement en projet d'entrepôt d'Amazon. Donc, je ne sais pas si comment il a été enterré, ce projet Carex. Alors, est-ce que c'était un projet ultra pertinent, parce que je crois que c'était du fret à très haute vitesse, donc je ne sais pas si tu vas me dire un mot. Par contre, tu es en mute. Je pense qu'il était. Enfin, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, je n'étais pas en charge de l'éco, je n'avais pas accès à toutes les infos. Donc, intuitivement, je dirais, il n'était pas pertinent. Par contre, ce que je sais, parce que j'ai la chance de siéger aux aéroports de Lyon, puisque la métropole a un tout petit bout du capital, donc on n'est pas du tout majoritaire. Mais ce que je sais, c'est que le fret aérien représente très peu. C'est le seul truc sur lequel je m'inscris en faux avec toi. À l'heure actuelle, je ne dis pas qu'Amazon n'a pas un deal, j'en sais rien. Mais pour l'instant, le fret aérien, c'est vraiment rien. Et pour l'anecdote, ce qui circule le plus sur le site des aéroports de Lyon, ce sont les chevaux. D'accord. Oui, mais effectivement, alors aujourd'hui, le fret ne représente rien. Simplement, ce qu'on peut voir, c'est qu'Amazon, il commence un peu à changer de stratégie. Et là, récemment, ils ont ouvert un hub aérien en Allemagne pour maximiser la rapidité de leur livraison. Donc, si le projet de Lyon venait à se construire, franchement, je ne vois pas pourquoi ils se priveraient Tout à du fait, fret aérien. je pense que oui, ça se développerait. Donc, on a encore. Alors, il y a une remarque dans le public qui demande si ce n'est pas possible d'agir au niveau de l'enquête publique sur le volet environnemental et social. Donc là, simplement, les enquêtes publiques, malheureusement, elles sont passées sur ce dossier-là, et c'est pour ça qu'on en est à des recours juridiques maintenant. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on peut intervenir en général. Et puis après, là, on se focalise sur Amazon, mais il ne faut pas oublier que derrière, en scred et en attente, il y a Alibaba aussi, parce que c'est assez cocasse sur le projet Alibaba s'est fait retoquer par l'aéroport de Lyon, alors qu'ils ont validé Amazon. Je crois qu'il y a une histoire comme ça, il faudrait que je reboucle un petit peu ce sujet, mais je sais que si pour X raisons, le projet Amazon venait à péricliter, il faudrait rester hyper vigilant, parce que derrière, Alibaba, c'est possible qu'il s'engage dans la brèche, quoi. Et juste pour être poli, je suis obligée de me déconnecter dans pas trop longtemps. Voilà.
OK, très bien, merci. Donc on a vu un petit peu comment on pouvait essayer d'agir au niveau local. Est-ce qu'Alma, tu pourrais un peu nous détailler, justement, tout ce qu'on a fait au niveau national, à quel point on s'est évertué à essayer de convaincre des députés de la majorité pour que finalement ils nous claquent dans les doigts comme des girouettes là, c'était assez désolant et puis revenir, sur cette notion de surproduction parce que ouais, alors là, visiblement, tu as du mal pour activer ton Non, micro. c'est pas que j'ai du mal, c'est OK, que j'ai la parole. Non, mais OK. très vite avant que Emeline s'en aille, du coup. Non, mais en gros, en fait, tout ça, il faut voir que cette campagne-là, elle s'articule dans plusieurs temps stratégiques. C'est pas qu'on a que l'histoire du moratoire et des entrepôts existants en tête, c'est pas qu'on n'a pas l'histoire de la réglementation européenne en tête, ni celle du fret aérien d'ailleurs. Je rejoins Emeline dans ce qu'elle dit. En fait, le fret aérien aujourd'hui, c'est le point central qu'il va falloir aller réguler le fret aérien de e-commerce après la question du moratoire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le dumping depuis l'étranger, la livraison de produits par le e-commerce peut continuer grâce au fret aérien. C'est ce qu'a expliqué Adrien. Et aujourd'hui, il y a des plateformes de e-commerce qui livrent la France uniquement par avion depuis l'étranger, comme Wish, comme Alibaba, qui n'a pas encore d'entrepôt en France. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, c'est pas qu'on n'a pas ce genre de sujet en tête, c'est l'idée en fait en fait, Amazon, c'est pas un petit sujet. Je sais qu'il y a d'autres sujets, mais en fait, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience du monopole qui est en train de se constituer et du monopole qu'il a déjà aux États-Unis. C'est pour ça que chaque projet Amazon sur le territoire aujourd'hui compte. Et c'est pour ça qu'on se bat contre chaque projet, y compris d'ailleurs contre des petites agences de livraison du dernier kilomètre, même si effectivement elles sont plus discrètes. En fait, si on se bat moins contre celles-ci, c'est parce qu'on ne les voit pas arriver, parce qu'elles sont tellement petites qu'on ne les voit pas arriver, qu'elles sont déjà autorisées avant qu'il y ait une opposition locale qui se monte. Et malheureusement, on en a laissé passer plein, mais surtout parce qu'on n'avait pas d'informations en réalité, pas parce qu'on n'était que focalisé sur les très gros sites. Ce que je veux dire, c'est que il y a une irréversibilité là-dedans et il y a un vrai phénomène de monopole et de conquête et de destruction de notre économie par Amazon qui se joue entrepôt après entrepôt, site par site. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on demande à tous les échelons de se mobiliser et peut-être qu'effectivement, aux élus locaux, notamment à la métro, qui doivent se dire mais nous, on vient d'arriver, on n'a pas autorisé le projet, on est contre le projet, c'est pas de notre faute. Et c'est vrai, en fait, c'est clairement pas de la faute de la métro s'il y a le projet Amazon à Lyon aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si ce projet s'implante, c'est une pierre de plus dans le monopole d'Amazon et un cran de plus dans l'irréversibilité de la destruction climatique, ça on le sait, mais j'en reparlerai, mais aussi économique que ce modèle va engendrer. Sur la question des études d'impact, effectivement, ce que disait Adrien, en fait, oui, il n'y a pas d'études d'impact en France solide, c'est l'État qui devrait la faire, c'est Bercy qui devrait la faire, et ça fait 2 ans qu'on lui demande de faire ça. Donc, il faut quand même, donc du coup, on n'avait que le scénario américain, qui est, je suis désolée, mais émane de bureaux d'analyse économique qui sont plus que sérieux. Ils conseillent les entreprises pour les assurances, etc. Donc, ils sont quand même, c'est leur métier de conseiller le secteur de la grande distribution, du e-commerce, etc. C'est pas des gros gauchistes et les études concordent. On n'a pas qu'une étude, on en a plusieurs. On parle de retail apocalypse là-bas, c'est un mot, c'est-à-dire l'apocalypse de la grande distribution. Ils parlent de 75 000 magasins qui vont fermer d'ici 2026 en plus, 1 million d'emplois détruits par le e-commerce en 20 ans. C'est énorme, et je parle de destruction nette. Donc, je veux bien, les études, elles ne sont pas fiables. À un moment donné, quand on a des tels ordres de grandeur, à minima, on se penche sur la question. Et là, je parle des gens qui répondent ça, c'est-à-dire des juges éventuellement, des préfets, du gouvernement. C'est de la mauvaise foi quand on envoie ce genre de chiffres et quand on dit attention, et vous avez déjà les premières faillites qui sont en train de se manifester en France, même avant le Covid, Camailleux, André, Nafnaf, La Halle, Conforama, tout ça, j'en compte, il y en a une quinzaine déjà qui ont fermé, qui ont tous déposé le bilan en mars, avant même vraiment la fermeture du Covid et les impacts supplémentaires que ça va avoir. Les petits commerces, c'est le Printemps qui ferme son magasin à Strasbourg, etc. On le voit, en fait. Je suis allée à Quimper il y a 2 semaines. Le centre-ville, il est à moitié vide. Les boutiques, elles sont déjà vides. Et en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études, mais c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait. Et en fait, c'est ça, c'est pour revenir sur la situation nationale. En fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement est pro-Amazon depuis extrêmement longtemps, mais ne le dit pas. C'est-à-dire que Emmanuel Macron lui-même est à l'origine de la stratégie d'implantation du e-commerce en France et d'Amazon en France depuis qu'il est ministre de l'économie, depuis François Hollande en réalité. Donc il y a eu toujours une omerta et toujours un verrou qui explique en fait que malgré, ça fait 2 ans qu'on leur demande des études d'impact, ça fait 2 ans qu'on leur demande d'avancer sur le sujet, il n'y a jamais rien eu.
jusqu'à finalement le fait qu'ils aient exclu les entrepôts de e-commerce du moratoire demandé par la Convention citoyenne. Je rappelle que la Convention demandait bien un moratoire sur les entrepôts de e-commerce. Ils ont essayé de faire croire que ce n'était pas le cas, mais c'était le cas. Et donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a une collusion très, très forte du gouvernement et notamment surtout du président de la République. Et malheureusement, on est en France et quand le président de la République décide quelque chose, surtout avec la majorité parlementaire actuellement, c'est compliqué d'aller contre ce qu'il décide. Et c'est pour ça que pour en revenir au Parlement, ça fait 1 an et demi, 2 ans quasiment, qu'on les contacte, la majorité parlementaire, la majorité LREM notamment, qu'on leur envoie des mails, qu'on leur explique le sujet, qu'on leur écrit avec les commerçants de France, qu'on leur a écrit des centaines de mails, on les a rencontrés, on les a re-rencontrés, les citoyens sont allés les rencontrer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont la majorité absolue, que ce parti sans Emmanuel Macron n'existe pas et que du coup, quand Emmanuel Macron dit quelque chose, quand le gouvernement dit quelque chose, ils n'iront pas contre. Et on l'a encore vu sur le vote de la loi sécurité globale. En fait, ils n'iront jamais contre et on se trouve finalement dans une situation de blocage et Ameline a raison de dire, c'est au national d'agir sur une situation pareille. C'est au national d'empêcher le dumping entre les collectivités territoriales, de créer le bon régime juridique, de mettre un moratoire en place sur les entrepôts. Et les petites agences de livraison d'ailleurs, parce que quand je dis entrepôt, ça veut dire jusqu'aux agences de 5000 m². Et en réalité, il ne le fait pas, mais il ne le fera pas. Et c'est pour ça que je précise que c'est très important. Et le Parlement ne nous suivra pas, on en est sûr. Et on va les interpeller, on va continuer. On va essayer d'autres méthodes vu que la conviction ne fonctionne pas. En fait, là, on les voit répéter exactement les mêmes arguments qu'Amazon et que le gouvernement, toujours. C'est-à-dire, maintenant, ils s'alignent, c'est les mêmes éléments de langage, et aux citoyens qui les interpellent, ils répondent la même chose, ils écrivent des tartines sur leur engagement, comment ça sert à rien de lutter contre Amazon, comment c'est pas un monopole, alors que c'est déjà un monopole, c'est déjà 53% de la clientèle du e-commerce en France, c'est énorme. Et donc, voilà, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a une vraie situation de blocage, que chaque projet compte, donc du coup, on est obligé aussi de se reporter sur des batailles locales. Donc, celle de Lyon, évidemment, celle de Montbert, dont parlait Francis Palombi. Donc, Montbert, c'est près de Nantes, pour ceux qui ne savent pas, pardon. Et enfin, et donc, du coup, pardon, j'en finis là. Ouais. Quoi ? Juste en fait, Emeline voulait réagir à chaud sur un point très très court, peut-être avant que tu parles, mais après on va repasser la parole à Alma. Oui, Alma, je pense que tu l'as en tête, mais pour que tout le monde le sache, il y a un projet de loi là sur, en tout cas, faire évoluer les taux de TVA sur les ventes réalisées en plateforme, sur les plateformes de e-commerce. Donc, c'est un élément important sur lequel on peut quand même accrocher des parlementaires, mais j'entends bien tout ce que tu dis. Et il y a toujours dans les cartons, mais là, je pense qu'il n'y a que toi qui es au taquet, la loi 3C. Donc, j'espère qu'il y aura des choses dedans. Et juste pour redire, on parle de l'entrepôt de Lyon, mais il est sur la commune de Colombier-Saulmieux, ce qui existe. On est un peu coincé, ce n'est pas sur le territoire de la métropole. Sinon, ce serait super. Oui. Réponse directe, non, bien sûr, et on a bien conscience que le projet n'émane pas de cette métropole. Mais c'est justement la question, c'est qu'Amazon va toujours aller s'implanter juste à côté, en fait, pour éviter d'avoir des problèmes, pour éviter qu'il y ait un débat public dans des villes justement où il y a beaucoup de commerce. C'est toujours la question. Ils choisissent toujours des endroits où en fait la question commerciale chez les élus n'est pas très forte, contrairement à la vôtre. Non, mais par contre, nous, on est convaincus effectivement que le régime juridique aujourd'hui qui s'applique aux entrepôts est absolument, en fait, illégal en réalité, puisque aujourd'hui, ce qu'a expliqué Francis Palombi, il n'y a pas d'évaluation des impacts sur l'emploi local, national ou ce qu'on veut. Comme il y en a, elles sont fausses et biaisées évidemment, mais pour les zones commerciales, il y a des procédures qui permettent d'évaluer l'emploi. Et il y a des procédures qui permettent aux communes qui ne sont pas sur le territoire de la zone de dire quand même oui ou non, jusqu'à dans un certain périmètre, ce qui n'est pas le cas dans le cas du e-commerce. Et ça, en soi, c'est un véritable scandale. Des projets de cette taille-là qui peuvent bombarder 200 millions de produits par an, parce que c'est ça un entrepôt comme celui de Lyon, c'est 200 millions de produits par an importés, ou même les agences de l'agence de Saint-Priest, c'est plus de 30 000 colis par jour, j'imagine, livrés dans la zone. Enfin bref, c'est des chiffres énormes. Une agence de livraison Amazon, c'est un chiffre d'affaires 10 fois supérieur à celui d'un petit commerce, ou même d'un commerce normal d'ailleurs, même de la moyenne des commerces de l'INSEE. Donc d'un magasin, quoi. C'est énorme en fait ce qu'ils sont capables de faire avec ces tout petits endroits parce que c'est hyper automatisé. Mais du coup, oui, mais surtout sur la loi sur la fraude à la TVA, non, mais si on en est là, c'est parce qu'on est vraiment assez désespéré pour avoir travaillé sur le sujet depuis 2 ans et demi, avoir frappé à toutes les portes, et Leïla pourra peut-être en parler après. En fait, la réforme de la fraude à la TVA qui nous vient de l'Union européenne, elle est insuffisante.
c'est terrible, mais en fait, elle laisse la porte ouverte à la fraude. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, mais je te transmettrai les informations. En gros, c'est une histoire de pour les sociétés qui s'immatriculent en Europe, c'est toujours à elles de payer la TVA et pas à la plateforme. Or, en fait, il y a plein de petits pays en Europe, comme Chypre notamment, qui donnent des numéros de TVA gratuits en fait, à des sociétés écrans. Et il y a déjà de la fraude via des petits pays européens comme ça. Et nous, ce qu'on a peur, c'est qu'il y a un déport de la fraude en fait vers voilà, ce genre de... Et ça, l'Union européenne le sait. Et en fait, le lobbying d'Amazon et des autres, mais surtout d'Amazon au niveau de l'Union européenne, est colossal. Et en fait, l'Union européenne a aussi vachement de mal à avancer sur ce sujet. Donc, en France, je pense qu'on peut aller plus loin. Mais ça veut dire faire une entorse, on va dire, à la réglementation européenne qui est censée s'appliquer de façon stricte. Je m'arrête là. Ouais. J'avais quand même envie, parce qu'on est entre personnes, là, on va dire, on connaît parfaitement le sujet et tout. Est-ce que tu peux quand même nous rappeler, c'est le b.a.-ba de la campagne, mais pourquoi surproduction? Parce qu'il faut le démocratiser, ce sujet-là, quoi. Oui, bien sûr. Pardon. Oui, bien sûr. J'ai déjà parlé des impacts sur les emplois. Donc, sur le climat, en gros, le principal souci qu'on a avec tout le modèle du e-commerce en général, mais aussi celui de la grande distribution, c'est les importations de produits polluants, ce qu'on appelle la surproduction ou la surconsommation, mais plutôt la surproduction en réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a le Haut Conseil pour le climat qui vient de rendre un rapport en septembre dernier qui explique que les émissions qui sont liées à ce qu'on importe sont supérieures aux émissions du territoire national et que ça continue d'augmenter année après année, justement parce qu'il y a un phénomène de surconsommation qui se développe assez rapidement qui a toujours été, mais depuis 10 ans, qui est manifestement en train de s'accélérer, et aussi parce qu'il y a un phénomène de délocalisation de la fabrication des produits dans des pays dont le mix énergétique, c'est principalement le charbon. Par exemple, le textile qui est passé de Chine, maintenant c'est au Bangladesh notamment, parce que les coûts de production sont encore moins chers. Voilà, l'électronique qui est quasiment intégralement fabriquée en Chine également. Et en fait, c'est des impacts climatiques dont on parle très peu, mais en réalité, c'est énorme. En fait, par exemple, le textile, à lui tout seul, émet à peu près 8% des émissions mondiales. Enfin, entre 4,5 et 8% selon les estimations. C'est plus que tout l'ensemble du trafic aérien et maritime réuni, par exemple. Les produits électriques et électroniques, c'est le 3e poste d'émissions importées, juste derrière l'agriculture et la construction, d'après le Haut Conseil pour le climat. Donc, en fait, c'est des produits qui ont un impact climatique absolument énorme. Et comme je le disais, oui, les gros entrepôts d'Amazon, c'est 200 millions de produits en plus par an en France, alors que l'entreprise vend déjà 1 milliard de produits par an en France. Donc, à terme, ça pourrait être déjà 2 milliards dans quelques années. Donc, c'est en fait des niveaux de production qui ne sont pas soutenables. Et le problème, c'est que d'ici 2030, on va être obligé de faire décroître ces ventes de produits neufs. Pourquoi? Parce qu'en fait, la qualité environnementale des produits ne s'est absolument pas améliorée dans les 15 ans que les entreprises avaient pour faire des efforts en matière de climat. Aujourd'hui, on est complètement HS sur le recyclage, complètement pas au niveau sur les énergies renouvelables dans les usines de fabrication qui sont des centaines de milliers et qu'on ne pourra pas tout câbler avec des panneaux solaires pour faire réduire nos impacts. Donc concrètement, il faut une trajectoire de réduction de vente des produits neufs. Or ça, c'est antisocial, surtout dans la période qu'on connaît avec les petits commerces qui sont en train de fermer, avec les emplois qu'on va perdre, avec Amazon qui a déjà détruit et qui va détruire beaucoup d'emplois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, il faut préserver, comme disait monsieur de la Confédération paysanne, les conditions de la relocalisation, et c'est-à-dire éviter les acteurs qui font du dumping, comme c'est le cas des acteurs de e-commerce, Amazon, Wish, Alibaba, etc., et 2, préserver le maximum d'emplois, donc préserver les petits commerces notamment, puisque c'est les commerces les plus intensifs en emploi. Et c'est vraiment en articulant ces 2 dimensions qu'on se rend compte effectivement que le modèle comme celui d'Amazon, du e-commerce, du très gros e-commerce, est incompatible d'un point de vue climatique et social si on est sérieux avec l'ambition de mener la transition écologique, quoi. Okay. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Si, c'était clair. Il y a une question qui nous remonte un peu du public, à savoir, en attendant tous ces trucs parlementaires déprimants, est-ce qu'il n'y a que attendre le changement du gouvernement pour enfin agir? Je pense que ça pourrait être cool quand même que tu reviennes sur la victoire obtenue en Alsace, mine de rien, comment elle s'est obtenue, parce que là c'est sûr que comme ils foutent rien, on pourrait tendance à penser que la bataille est perdue, mais il y a quand même des sources d'espoir, quoi. Oui, j'allais en parler juste après, justement pour dire que même si le national et le Parlement, effectivement, ne bougera probablement pas, en fait, on peut obtenir des victoires localement et on l'a fait.
On l'a fait donc en Alsace, où Amazon a abandonné un méga projet de 189 000 m² sur 18 hectares, donc à Ensisheim, près de Mulhouse. Et la recette de cet abandon, ça a été la pression de l'opposition qui était très diverse, à la fois des écologistes, des gilets jaunes, des petits commerces. Il y avait au moins une vingtaine de villes, dont justement Strasbourg, dont parlait Ameline tout à l'heure, qui s'étaient déclarées opposées au projet. Il y avait la menace d'un recours en justice qui ferait traîner en longueur les procédures, etc. Et tout ça, mis bout à bout, les a fait reculer et ils sont partis. Donc en fait, on est en train un peu de les pousser hors de France. Donc effectivement, si on continue et qu'on reproduit le même schéma un peu sur tous les gros sites, ça aura un impact. À Nantes, c'est totalement possible que le projet tombe parce qu'ils voient déjà avec frayeur des potentiels ZAD se monter. Donc du coup, c'est totalement possible de faire tomber des projets Amazon sur le territoire. C'est même ce qui est peut-être le plus à notre portée aujourd'hui. Par contre, effectivement, comme le disait Ameline, après, il va falloir remonter les étages et s'attaquer justement à la question, par exemple, du fret aérien qui permettrait encore à Amazon de nous livrer depuis l'étranger, même si on avait réussi à stopper ces gros entrepôts. Ok, et puis aussi mentionner, parce qu'ils sont quand même aussi dans la panade du côté du Gard, là, vers Fournes, avec une quantité de recours assez long comme le bras. Là, ça devrait capoter par là-bas aussi, non? Ça, c'est vraiment entre les mains de la justice. Il y a un conflit d'intérêts, donc effectivement, c'est possible que ça capote. Le projet est à l'arrêt depuis 2 ans, mais le permis et l'autorisation n'ont pas été retirés non plus. À mon avis, ça va capoter, mais bon, ça dépendra des juges. En tout cas, c'est une bataille juridique qui va être longue. Mais effectivement, oui, et peut-être que sur ce projet-là très, très emblématique, on pourrait voir un retrait, parce que c'est juste à côté du pont du Gard, donc ça fait énormément parler. C'est ce qui a déclenché un peu la polémique Amazon en France aussi, en plus du confinement. C'était un entrepôt à côté du pont du Gard. Donc effectivement, peut-être qu'on aura aussi une victoire de ce côté-là à voir. Parfait, merci. Donc, on va voir maintenant comment, alors si au niveau national, ça ne passe pas, on peut essayer de les contraindre au niveau européen. Donc, Leïla, si vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce sujet. Oui, donc moi je m'appelle Leïla Chebbi, je suis députée européenne au sein de la délégation de la France Insoumise au Parlement européen. Et je suis, juste pour insister sur ce que Alma disait à l'instant, moi ce que je trouve super intéressant dans les mobilisations contre Amazon, c'est vraiment la diversité des gens qui se mobilisent dans la coalition contre Amazon. Et ce qu'on retrouve dans les mobilisations qu'on a contre les projets d'entrepôt, où il y a à la fois le militant des Amis de la Terre, le militant écolo, mais aussi le commerçant, l'association de commerçants, l'association de parents d'élèves qu'on a ras-le-bol de voir défiler 500 camions alors les parents viennent d'acheter leur maison, qui s'attendaient à avoir leur petite vie tranquille. Et ça, en fait, je trouve que c'est quelque chose de très, très fort qui fait la force de cette mobilisation et qu'on retrouve en fait aux différents échelons. En fait, cette diversité qu'il y a au niveau local, il y a la même diversité d'acteurs très différents qui d'habitude ne se parlent pas forcément, se croisent pas forcément. Entre le réseau de syndicats et puis le réseau d'action contre le climat, à l'échelle internationale, c'est la même chose en fait. Et ça, c'est très, très intéressant. Et donc, moi, là-dedans, j'essaye de prendre ma part au combat à mon échelon, à mon niveau, donc au Parlement européen, en fait. Alors, je voulais vous parler d'abord un peu de la façon dont le tapis rouge qui a été décrit par plusieurs intervenants, la façon dont, ça a été déjà le cas d'abord de M. Palombi au début de ce webinaire, sur la façon en fait dont le gouvernement, Alma le disait aussi, le gouvernement déroule un tapis rouge à Amazon, à toutes les étapes de l'installation d'Amazon. On retrouve le même tapis rouge qui est déroulé au niveau européen par les institutions européennes. D'abord, Amazon utilise la situation de ce qui se passe en Europe au niveau des impôts, au niveau du fait qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Alors, en Europe, s'il y avait une harmonisation fiscale, donc qu'est-ce qu'on entend par harmonisation fiscale? Ce serait qu'il y ait le même taux d'imposition partout. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'intérêt pour des boîtes, pour des sociétés, de ne pas déclarer leurs bénéfices en France, mais de faire fuiter du chiffre d'affaires en disant non, c'est pas du bénéfice, et en fait tout ça en facturant par exemple dans des endroits où le taux d'imposition est beaucoup plus bas. Concrètement, par exemple, on va dire il y a
moins de 30% d'impôts, de taux d'imposition en France, et il y a au Luxembourg, moins de 5% de taux d'imposition. Eh bien, Amazon Logistics, c'est une filiale d'Amazon Luxembourg qui va facturer toute une série de son chiffre d'affaires, le facturer au Luxembourg. Du coup, ce qui est déclaré en bénéfice en France, c'est beaucoup moins que ce que c'est en réalité, et ça échappe à l'impôt. Et ça, c'est un des problèmes de l'Union européenne actuelle, c'est que comme il n'y a pas cette harmonisation fiscale, comme il n'y a pas le même taux d'imposition partout, c'est un système qui est utilisé par des boîtes, mais pas par qu'Amazon, pas que par Amazon. McDonald's l'utilise beaucoup aussi, de faire fuiter du bénéfice dans un paradis fiscal au sein de l'Union européenne pour ne pas payer d'impôts et donc pour ne pas mettre la main à la poche pour les services publics dans l'État où sont réalisés les bénéfices. Sachant qu'il faut l'unanimité de tous les États membres pour réformer ça. Et donc, évidemment, quand il y a des paradis fiscaux qui doivent participer à la décision qui nécessite l'unanimité, ce n'est pas facile. Deuxième chose qui est utilisée aussi au sein des effets, des travers de l'Union européenne qui est utilisé par Amazon, c'est le dumping social, le fait qu'il n'y ait pas le même niveau de salaire. Et alors, moi, j'ai organisé des auditions de travailleurs de différents pays, de travailleurs d'entrepôts Amazon de différents pays, il y a quelques mois. Et donc, je discutais avec des Polonais. Et en fait, les Polonais, ils m'expliquaient que dans l'entrepôt l'Amazon où ils travaillaient, les produits qui étaient expédiés dans leur entrepôt, ils n'étaient pas destinés au marché polonais, mais ils étaient destinés au marché allemand. Et que eux, quand ils voulaient commander d'ailleurs des produits sur Amazon, ils devaient aller sur le site d'Amazon Allemagne. Parce qu'en fait, Amazon s'est dit, tiens, comme les salaires sont beaucoup plus bas, le salaire minimum, il est beaucoup plus bas en Pologne, et comme la logique d'Amazon, on l'a vu dans toutes les interventions, c'est en gros comment se faire un maximum d'argent en payant le minimum, en mettant le moins possible la main à la poche, en sortant le minimum d'argent. Et ils se sont dit, tiens, on a des salaires minimums qui sont différents en Europe, on a des salaires qui sont beaucoup plus bas en Pologne qu'en Allemagne. Pour fournir l'Allemagne, je vais m'installer en Pologne. Donc ça, c'est la deuxième chose qui fait qu'en fait, il y a une espèce de tapis rouge qui est déroulé pour Amazon. Et en fait, c'est vraiment frappant aussi au niveau quand on discute avec les salariés qui sont de différents pays d'Amazon, de différents pays d'Europe, des salariés d'Amazon, d'entendre en fait que même s'ils ne parlent pas la même langue, ils ont toujours les mêmes mots pour qualifier la façon dont ils se font traiter et les conditions de travail dans lesquelles ils agissent. Et alors, vous savez, hier, vous avez peut-être vu passer, il y a un article qui a été publié sur le site de Vice US et qui justement dévoile la façon dont Amazon organise la surveillance des salariés, mais pas que des salariés d'ailleurs, en embauchant carrément une agence d'espionnage privée et comment, notamment en France, Amazon surveille de très 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 près les salariés. Et on sait que tous les salariés, donc moi que j'ai pu auditionner dans le cadre de mes auditions européennes, ils racontent comment ils sont fliqués en permanence, en fait, comment leurs moindres faits et gestes sont robotisés, comment quand ils ont une demi-heure de pause, ils ont de toute façon 10 minutes pour aller jusqu'à la salle de pause et 10 minutes pour revenir, donc la pause, elle fait que 10 minutes. Comment, quand ils vont aux toilettes, ils ont un scanner qui les colle. Et en fait, les révélations que je vous invite à lire, qui sont parues dans le site de Vice US et qui devraient dans les prochains jours paraître dans la presse française, expliquent comment, au-delà de ça, donc de cette organisation du travail qui est vraiment basée sur le contrôle, on a carrément été jusqu'à embaucher des espions pour surveiller les salariés. Et nous, donc, pour vous parler un peu de ce qu'on peut faire au Parlement européen, il y a quelques semaines, donc on a appris par le réseau de syndicats avec qui on est en lien, le réseau de syndicats internationaux, donc avec qui on avait organisé des auditions, que Amazon donc, avait publié 2 offres d'emploi, pour des offres d'emploi d'analystes, pour surveiller les salariés, mais aussi les political leaders politiques. Donc, avec 36 autres députés européens, on a écrit une lettre à Jeff Bezos pour lui demander, est-ce que c'est vrai qu'il avait l'intention d'espionner les salariés, est-ce qu'il avait l'intention d'espionner les leaders politiques, et puis lui rappeler un peu qu'il y avait des lois, notamment en Europe, qu'il y avait un état de droit et qu'il ne pouvait pas les piétiner, qu'il devait les respecter, qu'il y avait l'Organisation internationale du travail qui proclamait le droit pour les salariés de s'organiser, et que ça, ce n'est pas des choses qu'on pouvait piétiner comme ça, quoi. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, donc la coalition là, dont je parlais, qu'on peut retrouver sur les mobilisations locales,
Ce qui est enthousiasmant sur Amazon, c'est qu'on la retrouve aussi au Parlement européen, où on sent qu'on peut construire un large front de personnes qui ne travaillent pas forcément ensemble d'habitude, qui ne sont pas forcément dans les mêmes groupes, mais qui trouvent que c'est scandaleux la façon dont Amazon procède. Et là-dessus, alors justement, on a une Union européenne. Alors moi, je suis très critique de la façon dont est organisée l'Union européenne, basée sur le dogme du marché, de la concurrence. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que donc la semaine dernière, Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, donc gardienne des traités, gardienne de ce dogme de la concurrence, décide d'épingler Amazon. Et pourquoi? Pas parce qu'Amazon ne respecte pas les conditions de travail, mais parce que Amazon fait de la distorsion de concurrence. La Commission européenne elle-même, c'est-à-dire que même, c'est là où on voit que le front il est tellement large, il va même jusqu'aux plus grands défenseurs du capitalisme en fait et du libéralisme, même en suivant les règles du libéralisme. Eh bien, Amazon y contrevient parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, justement, on parlait des données, Amazon est dans une logique de prédation où, en fait, au départ, on dit, mais c'est comme d'autres plateformes d'ailleurs qui peuvent être Deliveroo, Uber, mais là, en l'occurrence, Amazon va vous dire, on est juste l'intermédiaire sur la marketplace. Je suis l'intermédiaire entre le commerçant et le client. On les a beaucoup entendus dernièrement à dire non mais il faut arrêter, Amazon n'est pas qu'en concurrence avec les commerçants parce que on sert justement aux commerçants, on leur permet de vendre des produits. Bon, c'est moins de 5% des entreprises sur Amazon France qui sont des PME, des entreprises françaises. Et donc là, la Commission européenne constate une réalité, c'est le fait que Amazon, avec sa marketplace, en fait, collecte les données des commerçants pour, à terme, remplacer ces commerçants. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un commerçant qui vend du liquide vaisselle à la fraise et au citron, eh ben, Amazon va comme ça avoir accès aux données, vu que c'est sur son site et sa marketplace, et puis constater que on vend plus de liquide vaisselle au citron que de liquide vaisselle à la fraise, et qu'en fait, ça ne sert à rien de perdre du temps à commercialiser du liquide vaisselle à la fraise, oui. Et donc, Amazon va dire, à terme, pourquoi en fait moi-même je ne vendrai pas de liquide vaisselle au citron? Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont en situation dominante et le petit commerçant, le commerçant qui vendait son liquide vaisselle, il est évincé, il meurt, il détruit. Et le modèle d'Amazon, donc la visée monopolistique, est basé donc sur la destruction, sur la prédation de ceux dont il est censé faire l'intermédiaire. Et justement, là, sur cette question, comment l'Union européenne, en fait, donc là, il y a un constat, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi les next steps, quoi? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de radical? Enfin, aux États-Unis, l'enquête qui est menée au niveau de l'antitrust, elle prônait le démantèlement des GAFAM, donc c'est pas rien là-bas. Je ne sais pas comment ça pourrait se décliner de manière opérationnelle en France, si toutefois l'enquête aboutissait à des conclusions accablantes. Alors, c'est vrai que moi, je le constate depuis que je suis élue au Parlement européen, c'est la façon dont les lobbies sont très, très, très présents et ont énormément de pouvoir. Au début, quand tu es élu, tu ne comprends pas forcément comment ça se passe. Il y a plein de lobbies qui sautent sur l'occasion. Pour eux, ils maîtrisent parfaitement tous les rouages de l'Union européenne. Ils peuvent même carrément aller jusqu'à écrire les amendements. Et donc, il ne faut pas se leurrer sur le fait que Amazon, donc, avec Jeff Bezos à sa tête, va pas se laisser faire et a des soutiens, a des appuis un peu partout. Donc, comme Alma le rappelait tout à l'heure, déjà son plus grand VRP, voilà, c'est des gens comme Emmanuel Macron dans les principaux relais. Et donc, là où moi je trouve ça intéressant, c'est que justement, c'est pas la frange habituelle de celles et ceux qui luttent contre l'impunité des multinationales qui se mobilisent là contre Amazon. Mais on voit que même en prenant les règles de l'Union européenne, il y a moyen d'aller jusqu'au bout. Alors moi, j'espère que là, évidemment, d'abord dans les différents recours, puisque tu me demandais, concrètement, au sein de l'Union européenne, les recours législatifs, on va dire. Donc il y a d'abord cette action de la Commission européenne de Margrethe Vestager. J'espère que ça ira jusqu'au bout, mais on connaît la capacité de chantage que peut avoir des entreprises comme Amazon, mais à la limite, il peut moins y en avoir vis-à-vis de l'Union européenne que vis-à-vis d'un pays, de la part des États-Unis. Donc, on va voir ce que ça donne. Après, il y a la directive TVA dont on a parlé, mais là, Alma a déjà bien expliqué tout à l'heure la façon dont, en fait, ce qui était censé être un progrès, puisqu'en fait, jusqu'à 2000… il y avait une directive sur la TVA qui datait de 2006
et en fait, qui disait que dans l'Union européenne, les plateformes, c'était pas à elles de… S'il y avait de la TVA qui n'était pas payée par les commerçants qu'elles accueillaient sur leur marketplace, eh ben, en fait, c'était pas de la responsabilité des plateformes. Donc là, Progrès, on dit oui, c'est de la responsabilité des plateformes quand la TVA, il y a de la fraude à la TVA, mais c'est uniquement si pour les produits de moins de 150 €, pour les achats de moins de 150 €, et en plus pour les produits qui sont facturés dans un État tiers à l'Union européenne. Et du coup, ça, c'est ce que comme Alma le disait, du coup, il y a toute une logique qui se met en place où on utilise justement le fait qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale en Europe et qu'il y a des paradis fiscaux comme Chypre, par exemple, pour domicilier des boîtes et puis faire de la fraude. Et puis aussi le fait que, voilà, s'il y avait plus de contrôleurs fiscaux pour contrôler tout ça, voilà. Et puis un autre… Ah oui, en fait, il y avait Alma qui voulait réagir à chaud. Je ne sais pas si c'est le cas. Alma, toujours? Ah, plus. Non, mais je vais peut-être la laisser finir. C'était Ok. pour rebondir après. Ok, très bien. Oui, excuse-moi, Leïla. En fait, il y a juste deux dernières choses sur en fait qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'Union européenne au niveau donc de la taxe sur les GAFAM. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a plein de produits. Donc le fait de facturer en dehors de la France fait que en fait on fait échapper du chiffre d'affaires qui normalement serait déclaré en bénéfice en France, mais qui ne l'est pas, et donc du coup on ne paye pas d'impôt sur tout cet argent-là qui est échappé. Donc nous, on avait fait des propositions avec la France Insoumise, notamment qu'il y ait un reporting pays par pays de toute l'activité, le chiffre d'affaires, le bénéfice qui est créé pays par pays, et qui est l'obligation pour les multinationales de rendre publiques les informations pays par pays, parce que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Il y a un autre outil sur lequel ma collègue Manon Aubry travaille beaucoup en ce moment, c'est le traité contraignant sur le devoir de vigilance des multinationales, qui fait qu'une boîte comme Amazon doit assumer la responsabilité en matière d'atteinte à l'environnement et d'atteinte aux droits humains sur toute la chaîne de production, et pas uniquement sur elle-même. Et puis par ailleurs, en fait, et j'avais quand même envie de finir par là, parce que c'est peut-être pas ce qui saute aux yeux, mais pour moi, ça fait partie du rôle aussi de députée européenne. Je crois que moi, ce que j'ai constaté en parlant avec les travailleurs des différents pays, et puis même avec des travailleurs américains, c'est qu'en fait, on est face encore à une boîte qui a un système global, qui agit de la même manière, que ce soit en Pologne, en Espagne, en Italie, avec la même logique de prédation partout, mais qui va jouer sur l'individualisation en fait de ces travailleurs. Hein. Quand on voit que dans les entrepôts, on a d'un côté les intérimaires qui rêvent d'être en CDI, que Amazon joue sur la concurrence, fait en sorte que les salariés ne se parlent pas entre eux, soient très divisés. Quand les salariés roumains parlent, les salariés polonais vont parler avec les salariés italiens, les salariés espagnols, malgré qu'ils ne parlent pas la même langue au début, on sent que ça les fait vaciller dans le rapport de force. Et en fait, moi, je pense avoir essayé d'avoir une utilité aussi, mais qui me semble aussi importante que le travail sur législatif, hein, qui c'est au même niveau au moins, c'est comment se servir en fait de la position de parlementaire européenne pour aider à la convergence des travailleurs. Et ça, on sent que c'est une des choses qui pèse le plus dans le rapport de force quand on est face à une boîte qui justement essaye de cloisonner et éviter que les gens s'organisent globalement, parce que c'est comme ça qu'on peut les faire tomber, quoi. Ok, merci. Alma, si tu voulais reprendre le petit tour pour voir ce que tu voulais dire. Ouais. Désolée, c'est pas pratique avec mon téléphone. Non, c'était justement, c'était pour poser des questions à Leïla, parce que je suis toujours hyper perplexe en fait quand on me demande, par exemple, est-ce que l'action de la Commission européenne, ça vous surprend, vous trouvez ça bien, est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de l'Union européenne? Ça reprenait un peu ce qu'elle expliquait, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent. Sur les taxes, éventuellement peut-être, mais je pense qu'on en est encore très très loin du chiffre d'affaires consolidé, mais ce serait génial. Mais en fait, sur le climat et sur les emplois, et en fait le fait que ce modèle détruise 4 fois plus d'emplois qu'il n'en crée, est-ce que l'Union européenne, avec les traités qu'elle a, est capable d'une vraie action structurelle en fait sur ce sujet? Parce que corriger des choses à la marge sur un modèle qui profondément, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, dysfonctionne, mais où il n'y a rien qui va, c'est-à-dire c'est ce truc de, au-delà d'une taxe plus juste, qui serait déjà vraiment pas mal, parce qu'eux, ils ne payent carrément pas d'impôts, enfin très peu,
Comment on fait en fait? Est-ce que l'Union européenne est capable de poser des réglementations pour une transition écologique et sociale dans ce secteur de la production, distribution des biens dont je parlais tout à l'heure? Parce que moi, j'ai l'impression que pour l'instant, voilà, on s'apprête à se batailler pendant des années sur des réglementations qui iront dans le bon sens, mais qui ne changeront pas du tout qui régleront pas la profondeur du problème, entre guillemets. Et c'est pour ça que je ne sais jamais, mais c'est pareil pour la France, en fait. C'est pour ça qu'au-delà du moratoire, effectivement, l'Union européenne, c'est l'échelon qui convient d'attaquer pour avoir une vraie réglementation systémique, mais moi, je ne la vois pas, en tout cas, émerger de par le fonctionnement de l'Union européenne que tu as décrit, c'est-à-dire des traités qui sont extrêmement néolibéraux et qui le restent pour l'instant, quoi. Mais je crois que, enfin, oui, tu as raison, compte tenu de l'état des rapports de force actuels, tu as raison. Même si moi, je suis quand même vraiment surprise que, même avec les règles de l'Union européenne, que Amazon soit prêt à son propre piège, en fait, et à ses propres règles qui sont normalement, en fait, pour lui dérouler un tapis rouge. Mais après, oui, effectivement, moi, il y a sur le sujet d'Amazon, mais sur d'autres sujets, quand on vote au Parlement européen l'état d'urgence environnementale, voilà, qu'on entend des beaux discours sur le Green Deal et qu'on a des beaux discours de partout pendant le confinement en disant que le monde d'après ne va pas être comme le monde d'avant, qu'il faut en plus des impératifs écologiques, il faut relocaliser la production, etc., de masques, et que dans le même temps, pendant le premier confinement, on signe un accord de libre-échange, l'Union européenne négocie un accord de libre-échange avec le Mexique qui valide l'importation de milliers de tonnes de bœuf mexicains chaque année, qui font crever nos éleveurs, nos paysans ici, et qui sont une aberration parce que, d'un point de vue écologique, de ramener du bœuf depuis le Mexique. Donc, évidemment qu'il y a ces grosses contradictions de fond où on a plus souvent l'impression que on va mettre des rustines, mais que fondamentalement, vu l'état des rapports de force actuels, je ne dis pas que ça ne peut pas changer, mais vu l'état des rapports de force actuels, que c'est compliqué. Ouais. C'est super. En fait, vous venez de répondre à une question du public qui posait la question, est-ce que le volet fiscal peut être suffisamment contraignant pour une entreprise à taille d'Amazon? Ce qu'on voit, c'est que c'est compliqué et qu'il faut essayer d'agir sur plein de leviers différents pour essayer de les contraindre parce qu'ils se trouvent toujours le moyen d'esquiver d'une façon ou d'une autre et qu'il ne faut vraiment pas s'économiser dans les moyens de lutte qu'on va mettre en place contre ce géant-là. Et la question de l'accaparement des données, on n'a pas évoqué, mais il y a des trucs, des petits détails, des petits détails croustillants, comme le fait que la BPI ait donné l'intégralité de la gestion des données associées aux prêts garantis par l'État à Amazon Web Services, sachant que Amazon n'est pas exempt de tout reproche en termes d'espionnage de données, ce qui fait qu'aujourd'hui, Amazon pourra avoir, s'il le souhaite, une vue sur la santé financière de l'ensemble des entreprises de France. Donc, il y a vraiment plein de sujets sur Amazon, on pourra en parler pendant des heures, c'est passionnant. Là, on a à peu près passé notre timing, il nous reste 4 minutes à peu près pour que, juste, je rappelle 2-3 éléments de notre campagne et voir quelles seraient les prochaines échéances. Éventuellement, Nicolas, est-ce que tu aurais envie de réagir en quelques mots là, par rapport aux derniers échanges ou je peux enchaîner parce qu'il nous reste comme Oh, je pense que tu peux enchaîner. De toute façon, on voit bien que le problème, il est global et il est complexe autour d'Amazon. Mais en tout cas, moi, je vous remercie. Je trouvais très, très intéressant ces échanges-là et le fait d'élargir le cercle des combattants autour de cette question-là me paraît primordial. Super, merci. Oui, donc alors, nous, là, on est sur une séquence qui va s'échelonner jusqu'au 4 décembre, puisque bon, le gouvernement a trouvé comme meilleure mesure pour protéger le commerce de proximité que de déplacer le Black Friday, donc grosse mesure forte, bien ambitieuse. Et donc, pour autant, nous, on va continuer nos mobilisations et on va simplement les étendre. Donc, au départ, elles étaient prévues jusqu'au 27. Et bien là, on va les prévoir jusqu'au 4 décembre. Donc, restez connectés et en lien avec nos différentes pages. On va communiquer sur l'événement. Là, en ce moment, ce qui se passe à Lyon, c'est qu'on essaye de coloniser l'espace public avec une superbe affiche du Petit Prince de Saint-Exupéry qui s'oppose à un déferlement de cartons bombardés par des avions Prime sur l'aéroport de notre chère métropole.
même si c'est sur le territoire de la CCEL et tout ça, on a compris, c'est complexe. Toujours est-il qu'on va essayer de vraiment afficher l'ensemble de nos collectivités. On a déjà des commerçants qui se sont rejoints à cette campagne d'affichage. On a une magnifique vitrine qui est d'ores et déjà installée du côté de la rue des Thermes. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est Chasseur d'influence qui nous a fait le plaisir de nous offrir 4 mètres carrés de vitrine. Donc, on va les mettre bientôt à l'honneur sur les réseaux sociaux. Et donc, si par hasard, des personnes avaient envie de participer à la diffusion de ces affiches-là, n'hésitez pas, on peut vous fournir les sources pour que vous les imprimiez vous-même ou que vous les distribuez. Si vous n'êtes pas loin d'un point relais qu'on a mis à disposition, puisqu'on a plus de 100 activistes qui vont distribuer les affiches dans tout Lyon. Et donc, il ne me reste plus qu'1 minute pour conclure, pour remercier l'ensemble de ces intervenantes, qui c'était vraiment, en tout cas moi, j'ai trouvé ça super cool. Après, j'espère que dans le public, les gens appréciaient. Et puis, on va continuer à se battre, à se mobiliser, parce que forcément, c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter après un petit décalage de Black Friday comme c'est proposé aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on va mettre un terme donc à ce live. Merci.